L'instant éco, c'est avec Harold Kinney, qui est donc CEO de B-Blockchain et cofondateur du cluster wallon Wallchain. C'est ça. Bonjour Harold. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler évidemment de crypto notamment et du Bitcoin qui a été créé pour faire face à la crise bancaire. Alors crise bancaire, on en parle beaucoup ces derniers temps parce qu'il y a eu, comme qui dirait, quelques remous. Oui, effectivement. Donc, le contexte actuel, on le rappelle rapidement. Donc, la SVB, la Silicon Valley Bank, a fait faillite le 10 mars dernier. Ouais. Et donc, on a une contagion mondiale avec notamment le Crédit Suisse qui s'est effondré, un rachat par UBS, son concurrent. Et donc, on a une crise bancaire et les marchés sont toujours sous tension. Alors, pourquoi Bitcoin est une alternative ? Je vais peut-être juste poser quelques petits concepts de base pour que tout le monde comprenne bien. Donc, on a deux types de monnaies. On a la monnaie de banque centrale et la monnaie commerciale des banques commerciales. Ouais. Et donc, comment fonctionne une banque ? Donc, une banque, elle va prêter de l'argent pour que vous puissiez acheter une maison, une voiture, etc. Donc, des actifs. Pour qu'elle puisse prêter de l'argent, il faut que nous, on en dépose. Aussi, effectivement. Ouais. Mais pour revenir sur le prêt, donc, en général, une banque va prêter plus d'argent que ce qu'elle ne possède pour créer du volume et pour être rentable. Et aussi concurrente avec les autres banques. Et du coup, d'un autre côté, on a l'épargne. Donc le dépôt, on va déposer de l'argent en banque. Et alors, j'aime bien dire, cette épargne est un petit peu dans un état quantique. Qu'est-ce que c'est un état quantique, Harold ? Alors, en fait, elle a deux états. Donc, c'est-à-dire que la banque va, vu que c'est une société commerciale, elle va faire de l'argent sur votre argent. Ouais. Donc, elle va investir cet argent, parfois imprudemment. Et on va y revenir avec SVB. Et vous pouvez normalement aussi retirer cette épargne. Oui. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a deux états. Elle a deux états. Donc, elle est à la fois investie, mais en même temps, ça reste disponible. Exactement, tout à fait. Et donc, en fait, les banques misent sur le fait que vous faites confiance à la banque et qu'on ne va pas aller tous retirer l'argent au même moment. Voilà, le fameux bank run qu'on a vu justement et qui a fait plonger SVB, cette banque de la Silicon Valley. Exactement. Et donc, pour recontextualiser un petit peu SVB, en 2021, il y a eu énormément de levées de fonds, notamment avec le Web3, des startups qui ont levé beaucoup de fonds. Et vu que SVB attire beaucoup les startups, c'est vraiment une banque de startups, il y a eu beaucoup de liquidités en peu de temps. Et du coup, SVB a investi cet argent de manière imprudente dans des obligations long terme. Et déjà à l'époque, on parlait d'augmenter les taux, etc. Et donc, ce qui dit augmentation des taux, dit dévaluation des obligations que la banque possédait. C'est ça. Ouais. Donc, les actifs vont se dévaluer. Donc, on a un déséquilibre déjà dans la réserve de la banque. Ouais. Et ensuite, ce qui devait arriver arriva. La Fed a augmenté les taux de manière drastique. Et donc, on a vu que les startups ont besoin de liquidités pour fonctionner, et vu que les taux augmentent, l'emprunt est plus cher, donc elles vont récupérer la liquidité pour fonctionner. Elles vont chercher leurs réserves. Elles vont chercher leur argent qui est chez SVB. Voilà, et ils sont tous en même temps, ou presque. C'est ça, donc au début, forcément, voilà, il y a un afflux de retraits, il faut assurer ces retraits, donc en tant que banque, donc il faut vendre des actifs, etc. Et vu que les actifs se sont dévalués, il y en a eu un petit problème. Et donc, vu que quand vous allez dans votre banque sortir l'argent, on vous refuse le retrait ou on vous le retarde, vous paniquez un petit peu. Du coup, il y a une crise de confiance. Ouais. Et du coup, il y a un bank run, d'autres sociétés veulent retirer leur argent avant que ça collapse. Et là, tout s'effondre. Et voilà, donc la banque devient insolvable et elle s'effondre. Et alors là, vous venez nous dire qu'on remarque que le Bitcoin, finalement, est devenu une des valeurs refuges. Potentiellement, effectivement. Donc là, historiquement, si ça se confirme dans les jours à venir, là, le cours du Bitcoin se décorrèle un petit peu de ce qui se passe sur les marchés. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, pour bien comprendre aussi les banques commerciales et la valeur du Bitcoin comme alternative au système financier, c'est que donc, en conclusion, les banques, c'est un business model qui fonctionne sur du prêt, sur de l'emprunt, etc. Ouais. Et c'est de la monnaie de dette qu'on appelle ça. Et donc, il ne faut pas oublier aussi que nos dépôts, donc en banque, sont quand même garantis. Oui. Donc chez nous, c'est à hauteur de 100 000 euros, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Par exemple, la SVB, c'était 250 000. Oui. Mais bon, cette garantie, elle est faite au détriment de notre épargne, de notre argent. Donc, soit c'est l'État qui sauve les banques, et donc c'est l'argent du contribuable. Nos impôts. C'est ça. Ou alors un impôt futur, exactement, sur une politique d'austérité. Ou alors, on fait tourner la planche à billets, donc on augmente la masse monétaire, et donc on dévalue notre épargne sur le long terme. Voilà. Donc, voilà. Bitcoin, donc, ça a bien tiré son épingle du jeu, en tout cas, cette fois-ci. Exactement. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Donc, rappelons que Bitcoin a été déployé en 2009, après le début de la crise des subprimes en 2008. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant avec Bitcoin ? Donc, premièrement, on rappelle que c'est une monnaie qui est libre et qui est open source. C'est-à-dire que le code est visible par tous et c'est une communauté qui exécute le code. Et cette communauté-là, donc c'est un consensus social, on peut le modifier, ce code, uniquement si toute la communauté est d'accord. Donc, c'est très démocratique. Ok, tous les gens qui en possèdent, donc.
C'est ça la communauté. Pas spécialement, mais bon, en général on en possède, mais en fait on déploie le code du Bitcoin et on peut participer en gros à la démocratie clairement de l'écosystème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le Bitcoin, dans le code, la quantité de Bitcoin est capée donc dans le temps, c'est-à-dire que l'émission monétaire se limite à 21 millions, de nouveau en consensus en fonction de la communauté. On pourrait très bien imaginer à un moment donné, dans 30 ans, qu'il n'y ait pas assez de Bitcoin et que toute la communauté décide d'en imprimer des nouveaux. C'est possible, mais au moins c'est démocratique. D'accord. Ici, donc, la différence par rapport à de la monnaie, c'est qu'on ne fait pas tourner la planche à billets parce que le nombre est limité, donc on change la valeur, en gros. C'est ça. Donc, sur le long terme, effectivement, on n'a pas cette histoire de planche à billets et donc de dilution de l'épargne. Et donc, sur le long terme, parce que je précise bien sur le long terme, parce que le court terme, le Bitcoin est fort volatile. Petit disclaimer, ça reste un actif risqué. Oui, il faut savoir dans quoi on se lance. Exactement. Mais c'est une alternative intéressante grâce à tout ça, à tous ces fondamentaux intrinsèques au Bitcoin. Voilà, c'est donc la valeur est bien remontée ces derniers jours alors. Oui, des corrélations, on espère qu'il va se confirmer. Et donc là, c'est historique par rapport au marché et ça confirme les fondamentaux du Bitcoin. Merci Harold. Avec plaisir.